Pour rester vivant dans un monde exigeant, je vais venir ici vous parler des 5 principes de la permaculture humaine. Je vous avais déjà parlé des 3 fondements qui sont prendre soin de soi, prendre soin de l'autre et ensuite partager les ressources de façon équitable. Aujourd'hui, c'est plutôt les 5 principes que je vais aborder. D'abord, le premier est l'observation. Je vais utiliser le premier fondement de la permaculture humaine pour faire le parallèle avec le jardin. Quand on part du premier fondement, on dit prendre soin de soi, prendre soin de l'autre et partager les ressources de façon équitable. Donc, prendre soin de soi, pour cette métaphore, va être notre plan. On prend soin de soi comme étant notre plan. Au jardin, pour prendre soin du plan, on va observer ses besoins. Quelle est, par exemple, la rusticité du plan? Dans quelle zone il peut être cultivé, dans le fond? Quels sont les besoins en nutriments, en soleil, en espace, en compagnonnage, par exemple? Parce qu'on ne peut pas mettre n'importe quel plan avec n'importe quel autre en fonction des besoins similaires. Par exemple, pour faire le parallèle avec les humains, par exemple, on peut se rappeler que souvent les sportifs vont se tenir avec d'autres gens qui sont également sportifs. Pourquoi? Mais d'abord, parce que ça les aide au niveau de l'énergie. Ils ont des passions en commun. Ils vont partager des énergies en commun parce qu'ils vont se stimuler et se motiver. Donc, les gens sportifs vont avoir tendance à se tenir avec des sportifs parce que c'est leur passion et le même principe s'applique au jardin. Les besoins, les passions communes sont mis ensemble. D'autres personnes vont aimer la moto. Ils vont se tenir avec d'autres motocyclistes. C'est peu les artistes vont avoir tendance à se réunir entre artistes. Les gens plus manuels, plus intellectuels. Les humains vont avoir tendance à se regrouper avec leur affinité. Au jardin, c'est la même chose. On va regrouper les plants selon leur affinité. Pourquoi? Parce que, comme la vidéo parle de la préservation des énergies, on veut mettre ensemble des plants qui vont s'entraider, se stimuler, se motiver, s'entraider. Donc, je vais faire aussi le parallèle avec les fondements de la motivation de DCRIA, qui est l'autonomie, la compétence et l'affiliation. Notre plan au jardin a besoin de son autonomie, a besoin de sa compétence et de son affiliation. La compétence, c'est de pouvoir être nourri et de nourrir les autres. Donc, ne pas être nuisible pour son environnement. Les plantes qui vont s'accompagner doivent ensemble être des bons compagnons. Il ne peut pas y avoir un qui va aider l'autre, mais inversement, l'autre va nuire à l'autre. Sinon, c'est pas un bon, une bonne affiliation. Donc, les ressources doivent être équitablement partagées, c'est ce que ça veut dire aussi. Donc, un plan va aider l'autre plan, par exemple, pour le protéger des maladies, et inversement, l'autre plan peut éloigner par son odeur les insectes indésirables. C'est un exemple parce qu'il y a vraiment plusieurs cas de figure dans un jardin et chez les humains aussi. Donc, pour cette métaphore, nous sommes notre plan, comme au jardin. On va faire de l'observation, on va observer quels sont nos besoins à l'intérieur de nous. De quoi est-ce que de quoi est-ce que j'ai besoin pour préserver mes énergies, moi, en tant que personne unique, dans mon unicité. Donc, il n'y a pas de recette magique ici. On va vraiment regarder l'unicité du plan pour, sans jugement, comme étant
de sa nature pour savoir qu'est-ce qui lui convient comme environnement, comme compagnon, comme nutriment, quels sont ses besoins. Donc, c'est pas à quelqu'un d'autre à dire quel est le besoin, à vouloir changer les besoins de l'autre, parce que la personne, elle est unique et elle doit se connaître mieux que les autres. Donc, on dit connais-toi toi-même. Donc, ici, on va observer le premier principe en permaculture humaine, c'est l'observation. Donc, on va observer quels sont nos besoins. Un des exemples peut être, est-ce que moi, je suis extraverti ou introverti? De quelle façon je me régénère mon énergie? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour que je puisse me ressourcer et me renouveler, me régénérer? Si c'est un plan qui est extraverti, le plan va avoir besoin de contact pour se régénérer, synergiser. La personne introvertie va avoir besoin de se sourcer plus seule. Et il y a des cas d'ambivertis qui sont plus polyvalents, donc adaptatifs à l'environnement et selon les circonstances. Donc, c'est une des observations que l'on peut faire. On peut observer dans son environnement auprès de qui je me sens énergisée et pourquoi. Se questionner, c'est pas pour le juger, mais c'est pour bien savoir auprès de qui je me sens énergisée, qu'est-ce qui me fait du bien. Est-ce que dans une certaine relation, je suis plus aidante? Ça peut arriver. Si on est proche aidant, par exemple, on va donner plus de soi dans une relation et on pourrait, par exemple, dans une journée, euh, préserver du temps pour une relation qui va être différente par rapport à la circulation des énergies. Une autre façon de s'observer, ça peut être d'observer sa curiosité. Si on est une personne très curieuse, on va s'énergiser avec la stimulation de la connaissance. Et c'est puissant comme énergie, la connaissance et l'apprentissage, et ça nous permet aussi d'être motivés à avancer vers des objectifs en lien avec nos nouveaux apprentissages, par exemple. Donc, l'observation est le premier principe des 5 que je vais parler aujourd'hui. L'observation doit être juste. Ce que ça veut dire, c'est l'observation est dans le moment, dans un contexte, dans une situation, avec certaines personnes, pas nécessairement tout le temps. Ça peut vouloir dire que pour une certaine période, en fonction de notre état de santé, par exemple, ou de notre irritabilité, ou du fait qu'on vit plusieurs autres situations, on a des besoins différents qu'à un autre moment. Donc, pour rester flexible, c'est bon de se rappeler que quand on prend une décision par rapport à son environnement ou à ses plans, c'est réellement en fonction de la situation présente et tout peut changer. Par exemple, si je fais le parallèle avec le jardin, je peux avoir des fraisiers dans mon jardin. Je peux en avoir en suspendu, je peux en avoir en serre. Je peux décider à un moment donné de ne plus en cultiver en serre pour une certaine période et y revenir à une autre période au moment où le besoin va se faire sentir ou parce que je veux changer de variété, peu importe. Je peux décider que je vais faire seulement des suspendus et que j'en aurai plus directement au jardin. Ça veut pas dire que je mangerai plus de fraises, ça veut pas dire que je n'en cultive plus, ça veut dire que je design mes relations et ma communication d'une autre façon. Si on fait le parallèle avec les humains, évidemment. Donc, l'idée est de rester flexible et ouvert
aux besoins, au contexte. On peut pendant une période décider d'apporter des changements et d'y revenir à un autre moment. L'observation, c'est aussi considérer notre niveau d'anxiété, par exemple, ou nos moments de solitude, ajuster notre design, nos communications, nos relations en fonction de nos besoins observés dans notre intérieur, dans l'instant présent. Rester ouvert. Ouvert, ça ne veut pas dire de tout prendre à tout moment. Ça veut dire rester ouvert aux possibles changements. Ce que ça veut dire, c'est revenir à l'observation parce que tout est changement. La vie est changement. Donc, à l'intérieur de nous aussi. Donc, revenir à soi, s'observer et voir à nos besoins dans l'instant. C'est une forme d'inspiration de la permaculture et de la nature. On peut faire toutes sortes de parallèles, que ce soit avec la conscienciosité, l'amabilité et les qualités qui découlent de certains traits, par exemple. Donc, et évidemment, notre environnement va venir nous stimuler et on va devoir faire des observations puisque les 3 fondements de la permaculture, c'est prendre soin de soi d'abord, prendre soin de l'autre ensuite. Donc, pour prendre soin de l'autre, nous allons aussi commencer par le premier principe de la permaculture qui est l'observation. Pour prendre soin de l'autre, on doit avoir une observation également et cette observation doit être juste. Le deuxième principe de la permaculture humaine, c'est les bordures. Les bordures, c'est 2 environnements ou 2 interfaces qui se rencontrent. Donc, on peut les retrouver dans le jardin, en forêt ou même dans une ville. On va retrouver, par exemple, une cour d'école et un parc adjacent. Il va y avoir une bordure pour le besoin et pour la commodité. Évidemment, ce qu'on va designer, c'est de proximité des compagnonnages qui vont ensemble dans la proximité. Par exemple, adjacent à une cour d'école, on peut mettre un parc. On ne va pas mettre une prison adjacent à la cour d'école. C'est un exemple de permaculture et de design qui fait que notre environnement est cohérent. Au jardin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des plants qui vont ensemble, qui ont les mêmes besoins, les mêmes nutriments, où on va observer s'ils peuvent s'aider même en ayant des besoins différents. Par exemple, on peut mettre un plant qui a besoin d'ombre au pied d'un plant qui a besoin de soleil, mais par la distance, la hauteur, ils vont pouvoir s'accompagner tout en étant bordés par des, euh, des végétaux ou des séparations qui répondent aux mêmes besoins de protection, notamment. Donc, les bordures vont nous aider à augmenter la résilience, à augmenter la diversité, à augmenter le potentiel et l'énergie qui circule parce qu'on revient à l'énergie. Cette capsule concerne l'énergie. Donc, tous les principes de la permaculture qui vont être nommés dans cette vidéo concernent l'énergie qui circule, l'énergie qui permet de se régénérer, de se ressourcer et de générer de l'énergie. Le partage, la circulation, de répondre à des besoins qui sont nourrissants par des relations nourrissantes. Donc, que ce soit une cour d'école adjacente à un parc pour enfants, il y a une circulation, un besoin nourrissant de la relation, autant dans l'environnement cohérent que les humains qui vont fréquenter les environnements. Donc, au jardin, c'est la même chose. Par exemple, si je mets
Si je mets dans mon jardin des plants de, des plantes de tomates qui ont besoin de beaucoup d'eau, je ne vais pas mettre des oignons au même endroit ou adjacent parce qu'ils n'ont pas le même besoin. Donc, on va s'assurer que chacun va pouvoir avoir des relations nourrissantes et générer des bonnes énergies. S'entraider. S'ils ne s'entraident pas, ils vont diminuer leur énergie et chacun des deux plans vont mourir parce qu'ils vont être mal observés et donc mal répondus. L'observation juste permet une meilleure réponse et donc une meilleure résilience. Le deuxième principe est donc établir des bordures cohérentes et nourrissantes. Donc, établir des limites, c'est laisser entrer ce qui nourrit et bloquer ce qui érode. Établir des limites, c'est permettre à la relation de continuer dans le respect. C'est pouvoir profiter des bienfaits de l'autre et partager nos énergies avec l'autre, nos bénéfices. Parce que, comme on se rappelle, les trois fondements de la permaculture humaine, c'est prendre soin de soi, prendre soin de l'autre et partager équitablement les ressources. C'est exactement le cas quand on établit des limites. Ça nous permet de partager équitablement les ressources. Dans un humain, une émotion est un flux énergétique. On doit la laisser circuler, la laisser respirer, la laisser se transformer avant de se dissiper. L'émotion doit être accueillie, elle doit être reconnue, elle ne doit pas être retenue, elle doit vraiment être libre de se dissiper et de partir. Une émotion, c'est temporaire. Si le flux émotionnel n'est pas en circulation, il va y avoir surcharge, il va y avoir flou, il va y avoir impuissance. À ce moment-là, ça ne sera pas bénéfique ni pour l'humain, ni pour le plan, si on fait le parallèle avec le jardin. Donc, le mouvement est nécessaire à la transformation. En permaculture humaine, c'est important de comprendre qu'une émotion, c'est pas quelque chose que tu possèdes. C'est pas quelque chose que tu as. C'est quelque chose qui passe à travers toi. C'est quelque chose qui circule. Une émotion, c'est un mouvement. Elle ne t'appartient pas. C'est pour ça qu'il faut l'accueillir, qu'il faut la laisser circuler, la laisser se transformer, passer à travers soi et nous quitter. Une émotion ne nous appartient pas. Nous ne sommes pas l'émotion. En permaculture humaine, la stagnation, c'est l'émotion qui ne circule pas. On veut éviter toute stagnation et permettre le mouvement comme la vie. La stagnation, on peut l'observer dans la nature, par exemple, quand l'eau ne circule pas. On peut voir l'effet de la stagnation avec tous les problèmes qui vont se développer dans l'eau stagnante, notamment. Qu'elle soit stagnante dans un cours d'eau ou qu'elle soit stagnante sur des feuilles ou au sol, partout où il y a de l'eau stagnante, il va y avoir des problèmes qui vont surgir. Donc, l'eau doit circuler. L'émotion doit circuler de la même façon. Elle ne doit pas stagner. Pourquoi? Parce que comme avec l'eau, il va y avoir des problèmes qui vont apparaître, comme de l'irritabilité, de la rumination, des lourdeurs. Il peut y avoir, par exemple, des niveaux qui vont nous empêcher d'avancer vers des objectifs, comme ça peut l'être dans le cas de l'anxiété. Donc, si l'émotion est bloquée à une des 4 étapes, ça va empêcher le mouvement et créer des blocages. Que ce soit au signal de l'émotion, que ce soit la montée, que ce soit au pic
une des trois étapes, si l'émotion ne peut pas circuler et être en mouvement dans son cycle, ça va causer des problèmes. Donc, il faut vraiment que les quatre étapes puissent être atteintes pour atteindre en réalité la quatrième, qui est la dissipation de l'émotion. Ça empêche la stagnation et ça permet le mouvement de toute émotion. Donc, on est toujours au troisième principe de la permaculture humaine pour ce qui est des flux des énergies et la gestion de nos énergies, la façon que nous pouvons les préserver. Et l'une d'elles, c'est la gestion des émotions. Savoir que notre émotion va être accueillie. Donc, on va recevoir le signal, il va y avoir la montée, il va y avoir le pic et la dissipation. Les quatre étapes vont être naturellement traversées par l'émotion. L'émotion ne nous appartient pas, elle nous traverse et elle nous quitte. Donc, en permaculture, tout ce qui ne circule pas stagne. On peut faire le parallèle avec l'eau stagnante qui s'accumule sans circuler. Il va y avoir plein de problèmes dans cette eau-là parce qu'elle ne circule pas. Donc, avec nos émotions, si nos émotions ne circulent pas, il va y avoir des problèmes qui vont surgir comme l'irritabilité, les tensions, les pressions, euh, les ruminations, etc., jusqu'à l'impuissance. Donc, on doit laisser circuler nos émotions comme l'eau dans une rivière pour qu'elle puisse suivre son cours et nous traverser. À l'inverse de l'eau stagnante et de la stagnation des émotions, il y a les rivières qui débordent. Je comparerais ça avec les gens qui sont hyper empathiques ou les gens qui ont de la difficulté à mettre leurs limites. D'autres, à distinguer réellement leurs émotions de celles des autres ou à apporter les bons soins, les bons gestes pour s'en protéger. Parce que souvent, ça peut être la solution. Quand on ressent trop dans son environnement les ambiances, les émotions de chacun, on est, on n'est pas des arbres, on est des êtres en mouvement, on peut se déplacer, on peut aller en retrait, on peut changer d'environnement, on peut faire des choix et prendre des décisions, changer de carrière, par exemple. Si on n'est pas dans le bon environnement, on peut faire des choix ou choisir des métiers qui vont davantage nous aider dans la résilience par rapport à notre mode de fonctionnement ou par rapport au cheminement euh, de notre développement personnel en lien avec ce qu'on veut vivre comme limite à imposer. Parce qu'on peut poser des limites, mais on peut être mal à l'aise de devoir constamment reposer les mêmes si l'environnement nous impose constamment les mêmes situations. On peut être en droit de se dire, ben, je vais prendre des décisions, puis je vais changer carrément l'environnement pour faciliter mes prises de décision futures. Parce que les prises de décision peuvent être difficiles dans un contexte et peuvent devenir de plus en plus faciles dans un autre contexte. Parce que c'est différent, parce qu'on change les règles de l'environnement, parce que l'environnement est mieux adapté. Les compagnonnages, par exemple, sont plus alignés avec nos besoins et nos aspirations. C'est un exemple. Mais on est actuellement dans une vidéo qui parle de la gestion de nos énergies, comment préserver nos énergies et comment la régénérer. Donc, lorsque on se retrouve dans des situations où l'énergie est débordante, parce qu'on en a trop,
parce qu'elle ne nous appartient pas. Parce qu'on doit poser des gestes et des limites, poser des limites. C'est aussi valable que d'entreprendre un mouvement. Alors qu'on parle de la stagnation, on peut avoir à calmer l'entrée des signaux qui nous arrivent et apprendre à mieux distinguer celles qui nous appartiennent de celles des autres. Donc, le flux émotionnel sain, c'est la circulation des émotions plus les limites. Donc, les 4 étapes sont présentes. Pour la circulation, il y a le signal, il y a la montée de l'émotion, le pic de l'émotion, la dissipation de l'émotion. Les limites. Les limites, c'est reconnaître au signal l'émotion que l'on veut recevoir, celle qui nous appartient, celle qu'on permet de traverser. Être capable de mettre nos limites, c'est faire un stop, faire une fermeture à l'émotion que l'on ne veut pas accueillir. C'est une décision. L'empathie, on ressent, évidemment, on ressent son environnement, on est dans l'accueil des signaux, on est très empathique, mais on a notre libre arbitre. On est, on est dans une situation d'observation où l'on peut prendre des décisions, d'observer son environnement et de dire stop. Non, ça, je n'accepte pas de me laisser envahir par les émotions des autres. Cette émotion-là, je ne veux pas l'accueillir. Par exemple, la colère. On peut être très empathique et voir quelqu'un en colère et on ressent la colère. On n'est pas obligé d'être accueilli, de nous traverser avant de se dissiper. Vous comprenez que l'émotion que l'on accueille nous traverse. On peut choisir de ne pas accueillir l'émotion d'un autre. Notre voisin qui est super en colère, on peut ressentir qu'il est en colère. Mais est-ce qu'on accepte que la colère nous traverse comme étant notre émotion? Il y a une différence là. Donc, au signal, il y a 4 étapes à l'émotion, le signal, la montée, le pic et la dispersion. Au signal, on observe l'émotion, on la ressent, on la reconnaît, on la ressent. On peut dire non, moi je ne lui permets pas de me traverser. Ou on peut se laisser envahir, prendre les émotions de tout le monde, puis s'embarquer dans toutes les émotions de tout le monde, puis se laisser envahir et se laisser submerger comme une rivière qui déborde. Ou dire non. Non. Je serais capable d'accueillir cette émotion-là et elle pourrait me traverser. Mais moi, j'ai le libre arbitre de dire non. Je n'accueille pas cette émotion-là. Elle ne m'appartient pas et je n'accepte pas qu'elle me traverse. J'en suis capable, mais je ne l'accueille pas. Parce que faut enlever nos pensées limitantes. Autant que possible, il faut se donner la permission de mettre ses limites. Il faut se donner la permission de dire, OK, je vais être davantage dans l'observation et je vais prendre des décisions en fonction de mes besoins. Et d'ailleurs, des besoins de l'autre. Parce que je peux faire une comparaison avec la compassion et la complaisance. Si l'on accueille, on est trop empathique et qu'on devient complaisant, on peut maintenir une autre personne dans son émotion, nourrir son émotion en faisant circuler l'émotion en partage. Comprenez? Parce que si on accueille l'émotion qu'elle nous traverse et qu'on la transmet à une autre personne qui est également empathique et qui nous la retransmet, on partage nos émotions comme ça et à un moment donné,
on devient dans la complaisance. Et là, on s'apitoie. On s'apitoie mutuellement, puis on résout le problème parce qu'on se partage constamment la même émotion. Ça devient de la stagnation par débordement. C'est un peu ça, là, mais c'est comme on stagne à deux en débordant ensemble. On déborde ensemble, mais on stagne. Parce qu'on reste, on nourrit mutuellement notre émotion, qui ne nous appartient pas d'ailleurs. Vous comprenez que ça peut devenir réellement problématique. Donc, c'est une métaphore et euh, ce n'est pas, ce n'est pas fermé, ce n'est pas rigide. C'est une métaphore qui se veut pour nous aider à comprendre par observation, en faisant des parallèles avec la nature, notamment. Donc, c'est pour faire la différence entre la stagnation et le débordement.